Donc, bienvenue à tout le monde, donc de la part de la FIUC. Je suis Loïc Roche. Je suppose que vous recevez beaucoup d'emails de moi, notamment au sujet des webinaires qu'on organise. Les webinaires Identité catholique, c'est assez nouveau. Ça fait 3 mois qu'on les a mis en place et donc c'est notre troisième rendez-vous sur, sur l'identité catholique. Donc aujourd'hui, alors, on va parler des précédents, hein. Le premier, c'était avec le président de la CCU, qui est Denis Solschneider. Donc c'était sur les moyens ou les expériences qui sont faites aux États-Unis pour renforcer l'identité catholique. Le second, c'était Leonardo Franchi qui nous a parlé de Laudato Si et de l'identité catholique et comment Laudato Si pouvait aider à rénover ou renforcer l'identité catholique des universités et par la même renouveler l'Église universelle en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous allons écouter Annick Sartener sur le thème de l'identité catholique en débat. Et elle va nous parler d'un exemple européen et notamment de l'exemple de l'Université de Namur qui était anciennement les facultés Notre-Dame de Namur. Donc, la docteure Annick Sartener est professeure de mathématiques. Elle était ancienne présidente de l'Assemblée générale de l'Université de Namur de 2014 à 2017 et vice-rectrice en charge de la politique du personnel. Elle va nous proposer d'aborder le questionnement identitaire au travers de son témoignage et d'un partage de réflexion sur l'exemple de l'Université de Namur. Voilà. Je vous laisse la parole, Annick. Merci, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mes slides. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Venir devant vous évoquer le questionnement identitaire de l'université à laquelle j'appartiens depuis plus de 35 ans, d'abord comme étudiante, puis comme chercheur, et maintenant comme professeur depuis une vingtaine d'années, c'est un défi. Avant toute chose, je voudrais apporter quelques précisions quant au titre de cet exposé. Il s'agit bien d'un exemple, car je ne suis aucunement en mesure de parler d'autres universités catholiques européennes. De plus, l'université de Namur est certes une université catholique, mais surtout une université jésuite, fondée en 1831 et essentiellement connue et reconnue comme telle. La réflexion que je m'apprête à partager avec vous ici concerne, voilà, l'université de Namur, mais dépasse largement ce cadre. Elle questionne sur l'évolution du monde. Comment, en effet, s'inscrire dans cette évolution en conservant notre identité, notre âme, en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant qu'université catholique? Comment impacter cette évolution en puisant dans nos racines et en faisant vivre nos valeurs fondamentales? Car il s'agit bien avant tout d'incarner des valeurs lorsque l'on parle d'identité catholique. L'université de Namur est une université en transition, dont l'identité catholique, plus précisément jésuite, comme je l'ai dit, a fait et fait encore l'objet d'une remise en question. Pour certains, certaines, elle n'est plus souhaitée. Pour d'autres, elle est fondamentale. Et pour d'autres encore, elle n'est plus méritée. Mais qu'entends-je par plus souhaitée, fondamentale et plus méritée? L'université de Namur est située au cœur de la Wallonie, partie francophone de la Belgique, et compte actuellement un peu plus de 7000 étudiants et 1300 membres du personnel. Elle est constituée de 6 facultés et se distingue historiquement par l'attention qu'elle porte aux étudiants, tant dans sa dimension pédagogique de tradition jésuite que dans sa dimension humaniste. Elle intègre dans toutes les disciplines une formation philosophique et éthique. Elle sensibilise les étudiants tout particulièrement au développement durable et à la coopération internationale au développement, entre autres par le biais de son ONG, la FUCID. L'encadrement et l'accompagnement des étudiants s'étend également à la vie extra-académique, que ce soit par exemple au travers des activités festives, des activités culturelles ou par un soutien, psychologique ou autre, personnalisé. En tant qu'association sans but lucratif, ASBL comme on dit en Belgique, la gouvernance de l'Université de Namur repose essentiellement sur une assemblée générale qui représente le pouvoir souverain de l'association
et un conseil d'administration qui exerce des pouvoirs de gestion et d'administration. Jusqu'en 2016, la Compagnie Jésus, fondatrice de l'université, représentait quant à elle le pouvoir organisateur de l'association, c'est-à-dire l'autorité qui en assume la responsabilité. Le système de financement des universités belges est basé, depuis une bonne vingtaine d'années, sur une enveloppe globale fermée, c'est-à-dire un montant fixe octroyé annuellement par le gouvernement aux universités et réparti entre elles en fonction du nombre d'étudiants inscrits. Dit autrement, nous sommes en Belgique dans un système de chasse à l'étudiant. Toute perte ou accroissement insuffisant du nombre d'étudiants d'une université profitant aux autres universités et inversement. Par ailleurs, de décret en décret et de réforme en réforme, le monde politique belge s'immisce de plus en plus dans la gestion des universités, que ce soit par la réorganisation des études, la réorganisation du paysage universitaire ou encore par des contrôles permanents. Les universités se retrouvent constamment au centre d'enjeux politiques, en plus de devoir s'ajuster aux contraintes et obligations qu'impliquent les réformes successives. J'aborderai la question fondamentale et délicate de l'identité et des valeurs par un témoignage relevant à la fois de mon expérience personnelle et des fonctions que j'ai occupées de présidente de l'Assemblée générale et de première vice-rectrice à la politique du personnel et de la diversité. J'ai commencé à m'impliquer très tôt dans la vie de l'institution, en intégrant l'Assemblée générale de l'université en 1995-1995. Il s'agissait là d'une réelle révolution. Pour la première fois dans son histoire, les membres de l'Assemblée générale n'étaient plus tous cooptés, mais bien élus par leurs pairs pour moitié. J'ai rempli ce rôle de représentante de mes pairs de façon quasi continuelle depuis lors, entre autres au sein de l'Assemblée générale, pour en devenir présidente en 2014. J'y reviendrai. J'ai pourtant bien failli ne pas faire ma carrière à l'université de Namur, faute de pouvoir accéder à un poste définitif. C'était en 1997. Ça remonte à longtemps, mais c'est une expérience que je souhaite partager avec vous. À l'époque, jeune scientifique non définitif et alors maman de 2 enfants, je briguais un poste définitif au FNRS, Fonds national de la recherche scientifique, l'équivalent du CNRS en France ou encore du NSF aux États-Unis. Les universités francophones se répartissaient annuellement ce type de poste et les choses se présentaient bien pour moi cette année-là. Non seulement j'étais classée première de ma commission mathématiques, mais je recevais des signaux très positifs des autorités de l'université. Cependant, le poste ne m'a finalement pas été octroyé et plutôt que d'accepter un nouveau CDD, un contrat à durée déterminée, j'ai accepté un poste définitif de chercheur senior dans un centre de recherche européen dans le sud de la France, à Toulouse. J'ai donc informé les autorités de mon départ et été convoqué le jour même par le vice-recteur de la recherche de l'époque, lequel m'a d'abord demandé s'il était encore temps de me faire changer d'avis. Il a ensuite eu cette phrase interpellante: on pensait que tu en avais moins besoin. Petite précision, les autorités avaient finalement décidé d'octroyer les postes dévolus à l'UNAMUR à 2 collègues masculins. Comment comprendre cette phrase? Toute la famille a donc déménagé à Toulouse. Nous n'y sommes cependant restés vivre qu'une année pour raisons familiales. En préparation de notre retour en Belgique, j'ai repris contact avec l'université de Namur pour lui demander son soutien, ce qu'elle m'a accordé. Une bonne année plus tard, non seulement la famille s'agrandissait, mais je décrochais un poste définitif de chercheur qualifié au FNRS. Quelques mois plus tard encore, le père recteur terminait son mandat et avant de partir vers d'autres cieux, j'eus la surprise de sa visite dans mon bureau. Il avait dans ses mains un présent, une médaille que lui avait offerte le FNRS pour le remercier. Il m'a tendu ce présent, me disant qu'il comprendrait fort bien que je le refuse. Ce geste symbolique m'a beaucoup touchée. Il a fortement contribué à ma réconciliation avec l'université et ses valeurs humanistes. Une forte crise identitaire de l'UNAMUR a été déclenchée lorsque les universités francophones belges ont été contraintes de se réorganiser en académies. À cette époque, vers 2005, l'UNAMUR rejoignait l'Académie universitaire Louvain, avec 3 autres universités catholiques.
Fortement encouragés par le politique à franchir le pas de la fusion, les 4 universités sont alors entrées dans un long processus de négociation qui a duré quasi 5 ans. Durant cette période, il y eut de nombreux déchirements entre les autorités et la communauté universitaire et au sein de celle-ci. Se faire engloutir, à en perdre son identité, était pour certains une réelle crainte, voire une souffrance. C'était pour d'autres une opportunité de mutualisation et de rapprochement, de synergie à ne pas manquer. Malgré un certain nombre de garanties et de concessions faites en faveur de l'UNAMUR, cela n'a pas suffi pour gagner la confiance de l'Assemblée générale, dont le vote n'a pas atteint les 80% requis. Durant toute cette période, l'identité jésuite et les valeurs humanistes ont été à la fois défendues et mises à mal. Faute de communication et de transparence, la confiance en interne a été rompue, au profit d'un décalage de plus en plus marqué entre des autorités fonctionnant sur un mode patriarcal, attendant confiance et obéissance, et une communauté universitaire qui se voulait participative du processus et de la décision finale. Un nouveau recteur, premier laïque depuis la création de l'université, avait pris ses fonctions quelques mois avant le vote décisif de l'Assemblée générale en septembre 2010 et se retrouvait avec la lourde tâche de relever l'université de ce long processus inabouti, vécu comme un échec par beaucoup. C'est à cette époque que s'est intensifié le questionnement sur l'identité jésuite et son caractère souhaitable ou souhaité. L'héritage jésuite était ressenti par certains de plus en plus comme un poids plutôt qu'un atout, et ne favorisant pas le positionnement de l'UNAMUR dans le paysage universitaire ni le soutien du monde politique. En interne, je me souviens m'être questionnée sur la virulence de certaines de mes collègues désireuses de se détacher de l'étiquette jésuite. Il est vrai que cette étiquette ne faisait que renforcer le sentiment de paternalisme et de plafond de verre, bien présent au sein de l'institution. Sous l'impulsion du nouveau recteur, l'université de Namur s'est dotée d'un nouveau nom et d'une nouvelle identité visuelle en 2013. Elle est passée de Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix, avec un logo représentant la Vierge Marie et l'Enfant, à Université de Namur, avec un nouveau logo symbolisant un livre ouvert donnant vie à l'arbre des connaissances. Le soleil en filigrane qu'on y voit, blason de la Compagnie de Jésus, renvoie à l'influence de la pédagogie jésuite sur l'enseignement à l'Université de Namur. Le nouveau nom et le nouveau logo ont fait l'objet de nombreux débats passionnés, en particulier sur la pertinence d'encore faire référence aux racines jésuites de l'université. C'est d'ailleurs in extremis que la présence du soleil jésuite en filigrane l'a emporté au vote en Assemblée générale contre une version sans soleil jésuite. D'autres changements sont apparus, comme la tradition de la messe de rentrée académique. Il était de coutume que tout le personnel et tous les étudiants soient invités à se retrouver le jour de la rentrée à la cathédrale, qui se situe à 2 pas de l'université, pour une messe. Cette tradition s'est transformée en une messe célébrée en petit comité dans la chapelle universitaire, suivie d'une cérémonie de rentrée que je qualifierais de laïque à la cathédrale. Tous ces changements ne sont bien sûr pas passés inaperçus aux yeux des pères provinciaux qui se sont succédés, jusqu'à se poser la question de la volonté et du mérite pour l'UNAMUR de conserver son identité jésuite. Dans le même temps, les forces vives jésuites s'amenuisaient, rendant de plus en plus difficile d'insuffler et de faire vivre une réelle dimension jésuite au sein de l'institution. En tant que présidente de l'Assemblée générale de l'Université de Namur, j'ai mis la priorité sur 2 dossiers essentiels. Le premier, déjà initié par le recteur en fonction, concernait la gouvernance au sens large de l'université. Le deuxième concernait la question de l'identité de l'université, en particulier son identité jésuite, sensiblement mise à mal depuis quelque temps. J'ai invité le père provincial, Franck Janin, à l'Assemblée générale pour tenter de répondre à la redoutable question, comme il l'a nommée lui-même, de ce qu'est une université jésuite. Son intervention était d'une telle richesse que je vais me permettre d'en partager avec vous l'essence, tantôt en résumant ses propos, tantôt en le citant. Ce qui fait le caractère jésuite d'une université, dit le père Janin, tient surtout à une manière d'être et de faire,
une manière de procéder qui permet de s'adapter aux évolutions du monde, aux situations changeantes et aux contextes différents. Les jésuites ont fondé des universités, dit-il, parce que former des personnes intelligentes, et les intelligences peuvent être multiples, compétentes et expertes dans leur domaine, a été présent dès la fondation de la Compagnie de Jésus. Cela s'inscrit dans une longue tradition qui relève de l'identité religieuse de la Compagnie et de l'expérience spirituelle de son fondateur. Afin de caractériser cette expérience spirituelle, cet esprit ou encore ce style jésuite, le père Janin évoque des mots-clés qui ne sont autres que les valeurs qui, lorsqu'on les fait vivre dans le contexte universitaire, donnent non seulement sens, mais une coloration particulière. La difficulté, dit-il, est de ne pas les employer comme des slogans, mais d'entrer dans l'épaisseur de leur signification et qu'ils prennent chair, s'incarnent concrètement dans le quotidien. Voici ces 7 mots-clés. La cura personalis, c'est-à-dire le soin de la personne. Il s'agit de prendre soin que chacun puisse développer l'entièreté de ce qu'il est, avec un accompagnement adapté et personnalisé, qu'il ou elle soit étudiant ou membre du personnel, avec aussi ce que cela implique comme conséquences multiples en termes pédagogiques, de relations humaines et de soutien aux personnes. L'a priori positif, c'est le présupposé favorable, qui n'empêche nullement de poser des questions et d'avoir le sens critique, mais qui fait fond sur la bonté première de ce qui est. Le magis, c'est le davantage, permettant à chaque personne de développer au maximum toutes ses potentialités. Il est à la base du principe d'excellence qui vise à stimuler chacun à développer et à employer au maximum ses ressources et ses capacités. Le discernement, c'est la capacité à juger, à faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire, entre le juste et l'injuste, entre la vérité et le mensonge, entre ce qui est vraiment construit et fait grandir, et ce qui amoindrit, abaisse, même sous couleur de bien, même avec de bonnes intentions. Toute excellence personnelle n'a de sens vrai que si elle se met au service de l'autre, des autres, de la société pour la rendre plus juste, plus équitable, plus fraternelle, et dans la société de ceux et celles qui en ont le plus besoin, qui sont aux frontières, aux périphéries, comme aime en parler le pape François. In todo amar y servir, dira saint Ignace. Il s'agit de passer du monde pour moi à moi pour le monde. L'exercice et la relecture, c'est une pédagogie où l'on apprend en faisant, en expérimentant, en essayant et en se trompant, en prenant des risques et en apprenant de l'expérience. D'où l'importance cruciale de la relecture, outil essentiel pour le discernement. Qu'ai-je fait? Où ai-je réussi? Où ai-je échoué? Pourquoi? Comment faire mieux la prochaine fois? Le père Janin a continué son exposé en précisant que si de telles dimensions caractérisent une université qui se réclame de tradition jésuite, cela nécessite de remplir certaines conditions pour qu'elle ne reste pas que des mots. La connaissance et la transmission. Dans le passé, la présence relativement importante de jésuites dans l'institution dispensait quasiment de parler explicitement de cette tradition. Tout se transmettait par une sorte d'osmose ou de capillarité. Aujourd'hui, une institution qui veut garder sa spécificité jésuite doit le faire de manière plus volontariste et mettre en place les instruments afin que cette manière de faire soit connue et transmise. Il faut aussi vaincre une certaine peur, dit-il, celle d'assumer cette identité jésuite, et donc aussi chrétienne, catholique, comme si cette identité allait empêcher d'être ouvert, libre, respectueux d'autres croyances, ou de faire des alliances avec tel ou tel groupe, telle ou telle université. Car avoir une identité, quand elle est vécue de manière sereine et non pas défensive, ou avec le désir de s'imposer à l'autre, n'est pas un empêchement à l'ouverture et au dialogue, que du contraire. Le père Janin soulève finalement l'importante question de la mise en œuvre de cet esprit, de ces dimensions, au milieu des centaines et des milliers de contraintes administratives, financières, légales, etc., qui sont le lot quotidien d'une université. Il conclut que si l'université de Namur est à un tournant à bien des points de vue, il croit que son enracinement dans la tradition et l'identité jésuite est un atout. L'exposé du père Janin, mais aussi la façon dont il incarnait ses propos, ont eu un effet époustouflant sur les membres de l'Assemblée générale.
Outre réactiver ce qui sommeillait au plus profond de chacune et chacun, cela a donné un souffle et eu un effet fédérateur. Un groupe de travail a été mis en place, chargé de réactualiser les valeurs de l'université, les traduisant en des mots plus modernes, sur base d'un mode participatif impliquant la communauté universitaire. Ce travail a mis en avant l'importance, pour l'université, d'incarner l'ouverture, l'excellence, la soutenabilité et la liberté. L'ouverture au monde dans ses missions de création et de transmission de savoir, mais aussi dans sa conception des relations aux autres. L'excellence dans chacune de ses missions, dans une démarche résolument humaine, intégrant la proximité, la solidarité et le respect. La soutenabilité en tant qu'acteur responsable de la construction d'une société soutenable au niveau environnemental, social et sociétal. Elle vise le développement personnel de chacun de ses membres, étudiants, chercheurs, enseignants et collaborateurs. La liberté d'opinion de ses membres. Celle-ci se base sur l'autonomie et la responsabilité des personnes. Elle favorise l'intelligence collective, la création de savoir et l'innovation. Il s'est ensuivi une étape de transmission et de mise en œuvre via des ateliers valeurs à différents niveaux de l'université. Je voudrais préciser ici qu'à l'UNAMUR, nous sommes aux antipodes de ce que nous expliquait le père Denis Holtschneider en janvier dernier à propos des expériences en matière de renforcement de la mission catholique dans les universités catholiques américaines. Il n'y a rien de tel à l'UNAMUR, pas même de programme de formation lié à cette question destiné aux professeurs. Néanmoins, à la fin de ma première année de mandat de présidente de l'Assemblée générale, le père provincial m'a proposé de suivre une formation internationale au leadership ignatien organisée par la conférence des provinciaux jésuites européens. Cette formation, étalée sur 2 années, rassemblait une fois par semestre pendant une semaine une trentaine de jésuites et de laïcs venus d'Europe et du Liban. Basée sur les outils de leadership les plus récents, cette formation puisait sa puissance dans l'articulation des aspects clés de ces outils, avec une façon de mettre en œuvre inspirée des valeurs humanistes jésuites, lui donnant toute sa dimension christique. Nous avons vécu ensemble des moments très forts. Nous avons rencontré le père général des jésuites à Rome. Au Liban, nous avons rencontré des familles syriennes réfugiées dans les camps situés près de la frontière. Nous nous sommes toutes et tous sentis pleinement accueillis et intégrés tout au long de la formation. Nous étions 12 laïcs, dont 6 femmes, et la délicate question de la place des laïcs, et en particulier des femmes, dans les institutions jésuites a émergé, sans qu'elle soit étouffée, au contraire. Du temps a même été expressément dégagé pour qu'elle puisse être abordée. Cela s'est fait en toute confiance et en toute transparence, avec beaucoup d'ouverture, chacune et chacun pouvant exprimer sa position, mais aussi sa souffrance, liée directement ou indirectement à cette question, tant du côté jésuite que du côté laïque. S'est ensuivi un moment de communion intense. Un seul moment nous a séparés, lors de la première semaine. Nous sommes allés à Montserrat, en Espagne, où une messe était prévue, célébrée par l'ensemble des jésuites, les laïcs se retrouvant dans l'assemblée. Cette séparation, tant physique que symbolique, a amené un malaise dans le groupe, au point que quelques jésuites l'ont manifesté en restant du côté des laïcs plutôt que du côté des célébrants. 4 ans plus tard, nous formons toujours un groupe soudé et connecté. Au travers de cette expérience, j'ai découvert mes forces, tout en acceptant ma vulnérabilité. J'y ai aussi puisé la motivation et l'inspiration pour assurer ma fonction de présidente de l'Assemblée générale, puis pour postuler comme rectrice. Concernant la gouvernance, le long travail de modification en profondeur et de modernisation des statuts de l'UNAMUR a abouti à des changements majeurs, dont le mode d'élection du recteur. Celui-ci n'est plus nommé par le père général des Jésuites, suite à une procédure impliquant les seuls membres de l'Assemblée générale et le père provincial. Il ou elle est désormais élu, après appel à candidature et campagne électorale, par l'entièreté de la communauté universitaire, membres du personnel et étudiants. Le recteur ou la rectrice nouvellement élue constitue ensuite son équipe, le conseil rectoral,
composé de vice-recteurs et de vice-rectrices et d'un administrateur général ou d'une administratrice générale, non plus académique, mais pouvant désormais venir de l'extérieur, c'est-à-dire d'un milieu non universitaire. Une troisième modification majeure est la composition du conseil d'administration, avec une représentation externe renforcée d'une part, et non plus présidée par le recteur, mais par l'un ou l'une des membres externes à l'UNAMUR, d'autre part. Enfin, la Compagnie de Jésus n'est plus le pouvoir organisateur de l'association, mais reste toujours bien présente dans les statuts, en tant que signature de la charte de l'université et d'une déclaration d'engagement réciproque entre elle et l'université. Ce nouveau mode de gouvernance a pris effet en septembre 2017 à la prise de fonction du nouveau recteur ou rectrice à élire. 4 laïcs dont je faisais partie se sont portés candidats, 2 hommes et 2 femmes. C'est un recteur qui est sorti vainqueur de cette élection, avec la lourde tâche de mettre en œuvre la nouvelle gouvernance. Dans son équipe, outre l'administrateur général tout juste engagé et issu du secteur bancaire, il a choisi 4 vice-rectrices pour constituer son conseil rectoral. J'ai ainsi occupé le poste de première vice-rectrice à la politique du personnel et de la diversité. La tâche était gigantesque, mais j'ai surtout pu prendre toute la mesure des propos tenus par le père Janin 3 ans plus tôt. Tout d'abord sur le respect des valeurs et la difficulté de les mettre en œuvre dans chaque décision, chaque acte et chaque comportement. Je l'ai expérimenté et je l'ai observé au quotidien. Dans un premier temps, surtout au niveau du conseil rectoral, ensuite également au niveau du conseil d'administration. J'ai pris également la mesure de l'importance de l'exemplarité lorsqu'on est au pouvoir et de l'impact et des conséquences que cela peut avoir lorsque ce principe n'est pas respecté. Forte de mon expérience et de ma formation au leadership ignatien, j'ai cru pouvoir influer sur le cours des choses, mais je n'y suis pas arrivée. Au fil des mois, d'abord témoin, puis complice forcé dans le cadre de mon propre portefeuille des ressources humaines, je n'ai pu continuer à cautionner des décisions et des attitudes qui, à mes yeux, allaient à l'encontre des fondements de notre identité jésuite. Pratiques discriminatoires, décisions arbitraires, licenciements abusifs, contournement des procédures, mensonges, autoritarisme, non-respect des rôles et des fonctions, absence de transparence, loi du silence, etc. Certes, l'efficacité était devenue prioritaire, et avec un administrateur général venu du monde bancaire et une présidente du conseil d'administration issue du monde politique belge, les dimensions économiques et politiques avaient largement pris le dessus sur le reste. Mais cela ne justifiait ni ne pouvait tout expliquer. Je ne vais pas m'étendre sur cette période et il serait malvenu de le faire, mais le fait de ne pas accepter de m'aligner sur une manière d'être et de faire peu respectueuse des personnes et des valeurs m'a valu d'être mise au banc du conseil rectoral. J'ai voulu alerter la présidente du conseil d'administration des dysfonctionnements, mais en vain. Le recteur a demandé ma révocation, prérogative de l'Assemblée générale. Afin d'étouffer l'affaire, la présidente du conseil d'administration a tenté de me persuader de démissionner de ma fonction de vice-rectrice. Estimant de mon devoir d'informer l'Assemblée générale des dangers encourus par l'université, j'ai décliné sa proposition. Recevant des menaces de licenciement, je me suis assuré les services d'un avocat pour me protéger et me guider dans la constitution d'un dossier à destination de l'Assemblée générale, afin de l'éclairer. C'est seulement à ce moment-là, en Assemblée générale, que j'ai démissionné, juste avant le vote de révocation. Une telle violence, dont je sais qu'elle existe dans d'autres institutions, a eu de fortes répercussions sur la communauté universitaire, dont de nombreuses remises en question du respect des valeurs et de la nouvelle gouvernance. Le désengagement et la perte de confiance dans le système n'ont fait que s'amplifier. Après ma démission, la situation a continué à se dégrader. En ce qui me concerne, un témoin privilégié au conseil d'administration m'a dit « On veut votre mort civile ». Il m'a donc fallu continuer à me protéger, ainsi que mon emploi, tout en prenant de la distance pour me reconstruire. Des décisions injustes ont continué à tomber, entre autres à l'égard des membres du personnel, 2 membres du personnel, allant à l'encontre de la cura personalis. Parmi les différentes phases que j'ai traversées, j'ai ressenti une grande souffrance de m'être sentie lâchée,
par la Compagnie de Jésus. Certains jésuites étaient pourtant au courant de ce qui se passait, certains me conseillaient, et l'information était remontée jusqu'au père provincial. Est né alors en moi ce questionnement. Aurait-ce été la même chose si j'avais été un jésuite? J'ai demandé à rencontrer le père provincial pour lui exprimer mon ressenti et ce questionnement. Pourquoi, après avoir été formé et porté comme je l'avais été par la Compagnie de Jésus, avais-je été ainsi livré à moi-même dans cette tourmente? Même si je n'ai pas reçu de réponse claire à mes questions, cette entrevue a été bénéfique et constructive. J'ai pu m'exprimer et me suis sentie écoutée et entendue, alors que durant le processus qui a mené à ma démission forcée, à aucun moment je n'ai eu le droit à la parole et mes propositions de médiation ont toutes été rejetées. J'ai compris que la Compagnie de Jésus n'avait plus suffisamment de pouvoir pour intervenir, que la nature et les contours du partenariat entre l'université et la Compagnie de Jésus avaient changé, faute d'effectifs suffisants, et que si j'avais été un jésuite, les choses auraient sans doute été différentes, même si le père provincial le regrettait. Ce dernier est ensuite intervenu pour que je puisse reprendre mon poste de professeur dans des conditions acceptables. Lors de notre toute dernière journée de formation au leadership ignatien au Liban, il nous avait été chaudement recommandé de nous entourer d'un maximum d'aide et de soutien de tout type, mentors, coachs, accompagnateurs spirituels, psy, etc. Recommandations que j'avais heureusement suivies, ce qui m'a été salutaire. M'a été également d'un grand soutien la formation au leadership féminin proposée par la FIUC, que j'ai suivie une première fois il y a 2 ans et dont l'édition 2021 va démarrer dans quelques jours, et une deuxième fois en tant que membre de la Women Task Force créée il y a 1 an et demi par la présidente de la FIUC. Cette formation m'a permis de développer des repères qui me parlent et vibrent en accord avec ma spécificité de femme professeure d'université. Des repères où la place donnée au ressourcement et à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle permet un investissement de meilleure qualité, avec le recul nécessaire et pourtant plus proche encore des autres. Des repères qui donnent de la force tout en mettant à l'avant-plan la sororité et la fraternité plutôt que la rivalité. En résumé, et sur base de mon expérience, je dirais que si les jésuites, de moins en moins nombreux, ont cédé leur place et leur rôle d'enseignants et de dirigeants aux laïcs, les enseignants laïcs, bien formés à leur rôle par les jésuites, leur ont succédé avec succès, tandis que les dirigeants laïcs, peu ou rarement formés à leur rôle, ont cédé à une gestion plus économiste et politique qu'humaniste, délaissant les valeurs jésuites et chrétiennes au privilège d'une gestion et d'une vision durement matérialiste. Si le contexte économique doit être un facteur important de notre société, il ne peut dominer, ni effacer, ni éteindre l'objectif premier et universel de l'université catholique, qui est le développement du savoir des jeunes au service de la communauté humaine. Je peux témoigner d'une réelle déviance par ma propre expérience de vice-rectrice, ma démission forcée ayant découlé de ma gestion humaine qualifiée ou perçue de trop humaine par les autorités. La dégradation de la gestion et du respect des valeurs jésuites s'est révélée au travers de nombreux cas de licenciements abusifs et injustes, et aussi de maltraitance, comme en témoigne le nombre élevé de burn-out et de démissions au sein du personnel. Ces nombreux cas ont fini par faire réagir la communauté universitaire, dont le questionnement et la réflexion sont actuellement perceptibles. Permettez-moi de redire l'affirmation du père Janin. Ce qui fait le caractère jésuite d'une université tient surtout à une manière d'être et de faire, une manière de procéder qui permet de s'adapter aux évolutions du monde, aux situations changeantes et aux contextes différents. Qu'il s'agisse de l'université de Namur ou de toute autre université catholique en Europe ou ailleurs, n'est-ce pas dans cette manière de procéder que s'inscrit le questionnement sur l'identité catholique? Une manière de procéder qui met en œuvre les principes de dignité humaine, qui prend soin du bien commun et des personnes, en particulier des futures générations. Une manière de procéder qui privilégie en particulier l'écoute des jeunes générations et nous adapte aux questions écologiques, sociales et sociétales de notre époque. Car s'adapter n'est pas plier,
mais bien s'ouvrir, prendre conscience et résister à ce qui va à l'encontre des valeurs et des principes fondamentaux. Quant à mon expérience vécue en tant que vice-rectrice, si le passage de gestion de l'université de Namur de l'autorité jésuite vers celle des laïcs a bouleversé les valeurs qui sous-tendent son identité catholique, il n'en reste pas moins que ce bouleversement, s'il fait réagir, devrait être créateur de nouveaux champs d'action possibles, conciliant tant le fond que la forme. On peut espérer que l'analyse de cette expérience porte à la réflexion et fasse bouger les choses. La reprise de mon poste d'enseignante, les réflexions et considérations partagées par de nombreuses personnes lors des élections rectorales de 2021 qui viennent tout juste de prendre fin, me permettent de croire que la prise de conscience fait lentement son chemin et que l'évolution des mentalités avance petit à petit. L'espoir est permis. Merci pour votre attention.